Une vidéo? Putain, on est en 2016 ou quoi? Putain, l'éclairage est à chier en plus. Bon, j'ai perdu pas mal de trucs en fait. Là, ça a pas l'air, hein, c'est plutôt plein, mais j'ai perdu pas mal de trucs. Dont mes clés. En fait, il y avait une vanne, c'était censé être... Pourquoi c'est vide là, mais c'est pas vide? Allô? Lorsque l'on utilise le verbe perdre, on l'entend de manière générale comme le résultat d'une confrontation, le résultat négatif d'une confrontation entre une personne et une autre, ou alors entre une personne et un groupe de personnes, ou alors entre différents groupes de personnes. Bref, on l'entend au sens de perdre une confrontation, c'est-à-dire au sens de défaite. Mais la perte, c'est aussi ne plus avoir quelque chose que l'on possédait. C'est le fait de ne plus posséder. Ce qui est d'ailleurs un petit peu contradictoire puisque l'on ne possédait pas la victoire avant d'être battu. Et donc ces deux sens de perdre sont complètement différents malgré une apparente proximité sémantique. Une proxémie. Posséder en lui-même, c'est un mot qui peut avoir une connotation assez négative. Qu'est-ce que l'on possède vraiment? Qu'est-ce qui est vraiment à nous? Qu'est-ce que l'on peut revendiquer posséder? Un mari peut-il dire qu'il possède sa femme quand il dit qu'il la perd? Parce que oui, est-ce que du coup, il perd sa femme, donc il la possédait? Est-ce que c'est un fils de pute de machiste de merde? On peut donc se poser la question, qu'est-ce que l'on possède réellement en dehors de notre corps? Et ça, c'est un peu relatif, ça dépend aussi de l'État. Emmanuel Macron! Bisous mesdames, j'espère que vous êtes heureuse, le patriarcat a été aboli, le féminisme a gagné, il n'y a désormais plus aucune disparité entre les hommes et les femmes. Félicitations, merci à Gisèle Pellicot. Par contre, Darmanin... Oh, le sang de la veine vient! Cette blague de gauche peut être mal interprétée sans trop de mauvaise foi, du coup je compte sur la publicité que me fera Révolution Permanente lorsqu'ils tomberont sur l'extrait. Si l'on parle de possession dans un sens un peu plus idéal, un peu plus conceptuel, un peu plus idéal, on possède également des choses conceptuelles. Lorsque l'on perd une personne, c'est-à-dire lorsque une personne ne veut plus nous voir, ou lorsque papy, il canne! D'accord? Le Covid! On ne perd pas vraiment la personne, mais la relation que l'on avait à cette personne. Puisque on ne possède pas la personne, sauf dans des cas juridiques extrêmement complexes. Mais si son esprit n'est pas assujetti à notre bon vouloir, peut-on dire que l'on possède réellement cette personne? Vous l'aurez compris, je commence à casser les couilles sur du sémantisme, mais il est important de comprendre que ces logiques de raccourcis sémantiques que l'on effectue tous à chaque instant de nos vies, il n'y a pas de honte à ça, je suis pas en train de vous dire « Mais actuellement, je ne devrais pas dire que tu perds cette personne !» Je suis pas le genre de mec, je vois ma pote, elle fait « Oh putain, j'ai perdu mon mec !» Je vais pas la voir, actuellement, tu ne l'as pas vraiment perdu, tu as perdu ta relation. Non, je ne fais pas ce genre de choses. Je pourrais. Mais tout ça, c'est étudié par Gilles Deleuze dans son bouquin Logique du sens, que je vous invite à lire, excellent livre, et on va commencer à rentrer dans le dur. Ce que l'on possède, ce ne sont pas les choses telles qu'elles sont, en tant qu'objets existants, mais ce sont les constructions, les représentations que l'on construit en nous-mêmes de ces différentes choses et de nos relations à ces différentes choses. On construit un certain rapport à l'autre, et la façon dont l'autre agit envers nous influence cette construction, influence la relation. Ou alors parfois on est juste complètement délulu, c'est-à-dire que là, sans déconner, elle a souri quand je lui ai prêté Pokémon Earth Gold. Elle veut, hein. Elle a dit merci. Elle veut tellement. Sauf que ce n'est que notre rapport à l'autre, c'est-à-dire que l'on n'est pas télépathe, on ne peut qu'espérer construire d'une façon à peu près correcte que l'autre pourra comprendre. On peut donc tout perdre à chaque instant. C'est pour cela qu'en plus d'apprendre à construire d'une façon adéquate, il faut aussi apprendre à passer outre ces pertes. Lorsque l'on perd quelque chose, on ressent une crise, ce qui peut nous amener à tomber dans des états plus ou moins dépressifs et plus ou moins graves. Lorsque vient l'adolescence, lorsque vient la fin de l'enfance, on perd une certaine vision de nous-mêmes et du monde, du fait du développement de notre cerveau et également du fait de changement de milieu social. Bref, il y a plein de choses qui influencent notre perception et on perd donc quelque chose, une certaine façon de se percevoir, etc., sans pour autant s'en rendre compte immédiatement. On ressent la perte lorsque l'on déplore ce que l'on avait à un moment donné. Mais là, si je suis en train de vous dire que perdre est complètement normal dans la vie d'un individu, c'est pas pour autant qu'on l'accepte, c'est pas pour autant qu'on le vit bien, c'est pas pour autant que la perte n'est pas quelque chose de douloureux, d'existentiel, de critique. Parce que la perte dans tous ses aspects s'attaque à notre identité, c'est-à-dire que l'on se définit par nos attitudes, nos capacités, nos relations, nos aptitudes, nos qualifications, on se définit par tout cet ensemble-là, et perdre une aptitude, par exemple imaginons, je perds mon bras, bon voilà, je suis d'un seul coup beaucoup moins doué à l'escrime, cela s'attaque à mon identité. Perdre une personne que j'aimais profondément du fait d'une fin de relation ou du fait que cette personne meurt, et bien cela s'attaque aussi à mon identité. La perte dans tous ses aspects s'attaque fondamentalement à notre manière d'être, à notre façon de vivre. Et on peut avoir du mal à se reconnaître en tant qu'individu après une perte. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui, après avoir perdu leur conjoint ou conjointe, disent « je ne me reconnais plus, je ne suis plus rien sans elle, etc. » Non pas parce qu'ils ne sont réellement rien du tout, mais parce que cela remet fondamentalement en question toute leur façon d'être, toute leur vie, toute leur existence. Maintenant, cela mène à se poser une question, qu'est-ce que l'on perd réellement? Par exemple, lorsque l'on perd papy.
Bon bah on perd notre relation à papy. On perd notre façon de parfois aller lui demander conseil. On perd la relation qui nous permettait de trouver du réconfort. On perd les 50 balles à Noël, putain de... Papy, putain. Lorsque l'on vit une rupture amoureuse, on ne perd pas l'amour, on ne perd pas la possibilité d'être un jour aimé par quelqu'un. On perd juste la relation que l'on avait avec une personne avec qui cet amour était théoriquement réciproque. Bien sûr que rationaliser votre rupture de cette façon ne va pas aider. Rationaliser en cas de rupture, généralement, ça ne marche pas, ça ne sert à rien. Ne faites pas ça. Enfin, si, faites-le, mais pour plus tard. Parce que sur le moment, ça va servir à que dalle. Baiser un phoque plutôt. Toujours est-il que dans le cas de papy comme dans le cas de la rupture, nous vivons une crise. Et la crise demande à ce que l'on se remette en question. À ce qu'on remette en question la façon qu'on a de vivre, à ce que l'on remette en question tout notre fonctionnement afin de mieux pouvoir vivre et de pouvoir évoluer, de pouvoir surpasser cette crise, de pouvoir reconstruire au travers de la crise notre identité. Et par reconstruire, je veux dire vraiment construire. Parce que le but n'est pas de construire une espèce de je sais pas, d'IA de la personne que vous avez perdue pour retrouver la relation à l'autre, parce que ça ne marchera pas, parce que vous avez vécu une perte. Donc c'est pas vraiment reconstruire, c'est plutôt construire quelque chose de nouveau. Vous avez compris. Dans tous les cas, ce que l'on fait de la crise dépend de nous. Ce que l'on fait de la perte dépend entièrement de nous. Et de déterminismes situationnels qui sont probablement liés à vos situations socio-économiques, relationnelles, personnelles, individuelles, du fait de votre code génétique, du fait de votre situation sociale, de votre catégorie socio-professionnelle. Mais bon, on va pas en parler parce que sinon ce serait vachement chiant, ce serait une vidéo de 7h30 et ce serait un guide de développement personnel, ce qui n'est pas le cas. Je n'ai pas envie de faire de développement personnel. Soyez malheureux, c'est très bien, c'est bon pour le cerveau. Parce qu'après vous devenez philosophe et vous écrivez des bouquins. Ou vous vous suicidez. Ne faites pas ça. C'est pas bien. On ne perd généralement pas tout ce qui nous caractérise. Pascal définissait le moi, le soi, en fait, l'identité, comme indistinguable. Il disait que ce qu'on percevait du moi, ce n'était qu'un ensemble de qualités observables. C'est-à-dire, si je suis chauve, c'est une qualité observable, mais si je me fais des implants en Turquie, eh ben, je ne suis plus chauve. Donc je change ma qualité. Donc je change une de mes qualités. Je ne suis plus chauve. Voilà. Je ne suis plus le même moi. Et pour autant, peut-être qu'il y a autre chose. D'autres personnes définissent le moi, l'identité, comme la mémoire, comme l'ensemble des souvenirs, comme l'ensemble des conséquences. Personnellement, j'adore les définitions vagues qui ne servent pas à grand chose afin de déterminer ce qu'est l'identité et servir le propos de mes vidéos sur internet. Donc je définis le moi comme l'ensemble des volontés présidant aux actions de la personne. Je pourrais le définir comme le mouvement et la structure en quelque sorte, c'est-à-dire la structure étant les idées que vous vous faites des individus, les relations que vous construisez dans votre tête par rapport à l'autre, et le mouvement étant les volontés qui y président. Par exemple, si on veut faire un truc vague, le mouvement c'est ce qui m'a poussé à commencer à écrire la vidéo, la structure c'est la vidéo, et la façon dont je la tourne et la façon dont je la monte. Le moi est discernable au travers des actions que j'entreprends pour altérer la perception que j'ai de moi-même et que vous avez de moi aussi. Par exemple, apprendre à dessiner va altérer la perception que j'ai de moi-même et de mes capacités, et va aussi altérer la perception qu'ont les gens autour de moi de moi. Et donc si je perds cette capacité à dessiner, ou si je perds une personne qui était proche de moi, une relation avec une personne qui était proche de moi, dans les deux cas, ce que je perds, c'est une partie de moi-même. Ce n'est pas l'autre personne, c'est une partie de moi-même. Mais alors pourquoi on l'a perdu ? Pourquoi j'ai perdu mes bras ? Pourquoi mon grand-père est mort ? Et pourquoi elle est partie, putain ? Alors je suis pas là pour vous expliquer comment reconquérir votre ex ou comment elle est partie. Hein, qu'on soit bien d'accord, de toute façon j'ai pas réussi. Dans tous les cas, il y a des causes intérieures et des causes extérieures, c'est-à-dire des causes relatives à la personne qui font que la personne a brisé la perception que vous aviez de la relation avec vous, et des causes intérieures qui font que parfois, vous aussi, vous brisez des trucs, vous vous comportez de certaines façons, qui font que les gens n'ont pas envie de rester. Et parfois, c'est juste une question de perspective. Une personne ayant toujours été définie avec un diagnostic médical, parfois psychiatrique, qui se voit confrontée à une nouvelle autorité médicale remettant en question ce diagnostic, voire en proposant un nouveau, eh bien verra toute sa perception d'elle-même, de sa façon d'être, de ses actions, de ce qu'elle justifiait, expliquait au travers de son trouble, complètement chamboulée. Parce que ouais, si c'est pas le trouble que je pensais, du coup, comment je me définis, moi, en tant qu'individu ? Compliqué. Ce que perd la personne, c'est une certaine perception d'elle-même, de ses ressentis et de ses actions. Pourtant, dans les faits, elle n'a rien perdu, c'est toujours la même personne. C'est juste que la
façon de définir la personne, de la caractériser, de pouvoir comprendre ses actions a complètement changé. On perd des choses que l'on utilisait dans certaines situations afin de passer outre ces situations, de traverser la vie, et on ne se rend compte qu'on perd une chose que lorsqu'on se retrouve dans une situation où cette chose nous était utile et où cette chose n'est plus là. Pour ressentir la perte, il faut se trouver dans une situation où elle est sensible. Comme je le disais, cette vidéo n'est pas là pour vous expliquer comment vous avez perdu votre ex, pourquoi vos vieux potes ne vous parlent plus ou pourquoi papy est mort. Putain, mais plutôt pour comprendre et appréhender le fait que lorsqu'il y a une perte dans votre vie, ce n'est jamais totalement de votre faute. Alors, il y en a, vous êtes sûrement des connards, je le reconnais, mais la responsabilité, dans un lien, dans une relation, elle est bilatérale. Si vous êtes un connard et que les gens vous donnent l'heure, bah c'est aussi une partie de leur problème. Ah, je suis désolé, hein. Il y a des gens, c'est des manipulateurs, c'est des connards, mais c'est aussi de notre responsabilité en tant que société de leur donner l'heure, plutôt que de juste les envoyer chier. De manière générale, on perd les choses non pas parce qu'on veut les perdre, mais parce que le temps passe et que les priorités de nos identités évoluent. C'est donc pas tant qu'on voulait perdre les choses, c'est qu'on n'a pas remarqué qu'on allait les perdre. Je dirais qu'on peut identifier deux causes à la perte, enfin deux causes au sens de choses qui font qu'on perd les choses. Voilà. Le premier étant le fait qu'on n'a pas cherché à éviter cette perte, parce qu'on ne savait pas qu'on risquait de perdre quelque chose. Et le deuxième, enfin la deuxième, c'est que l'on n'a pas trouvé un moyen d'éviter cette perte. Ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y avait aucun moyen, ça ne veut pas forcément dire qu'il y en avait un, ça veut dire que l'on n'a pas trouvé un moyen d'éviter cette perte. Et dans le cas de la perte d'une relation avec une personne, eh bah, c'est que l'autre aussi n'a pas trouvé de solution, ou n'a pas cherché. Il faut multiplier en fait. Personnellement, je trouve cette considération absolument terrifiante parce qu'elle nous renvoie à notre impuissance dans les relations humaines, dans le fait que oui, on est seul. Parfois, on est le seul à chercher une solution. Parfois, on remarque trop tard que l'autre cherchait une solution pendant que nous, on se branlait la nouille. C'est comme ça. Le vide que laisse la perte, il peut être comblé. Mais ça sert à rien de rationaliser et d'essayer de le combler sur le moment. Ou plutôt si, mais ça ne sert à rien de se murer dans un stoïcisme bizarre dont on ne va pas vraiment sortir et qui ne va pas vraiment nous permettre de gérer nos émotions, de gérer ce que l'on ressent dans cette perte. Comment on dépasse la perte ? Ou plutôt comment on la gère à un niveau individuel. Voilà, c'est la partie développement personnel de cette vidéo. La perte crée un vide dont on peut et dont on se sent généralement responsable. Elle ravage notre perception de nous-mêmes et elle peut avoir un impact significatif sur notre humeur. L'intellectualiser peut avoir des effets positifs pour plus tard, mais pour l'instant, on va surtout chercher à combler. De façon bancale, avec prudence, en y réfléchissant énormément, mais on va chercher à combler. Il faut faire des trucs, quitte à échouer. Essayer de se lever le matin, c'est déjà faire un truc. Parler à quelqu'un de ce problème-là, c'est déjà faire un truc. Écrire sur ce que vous ressentez au niveau de la perte, c'est déjà faire un truc. Regarder le plafond et essayer de se convaincre qu'on va réussir à se lever aujourd'hui sans forcément réussir, c'est déjà faire un truc. Il n'est pas question d'être super indulgent avec soi-même, mais il est question de reconnaître que l'on a un problème avec l'état dans lequel on est, à savoir avec la perte. Et il s'agit d'intérioriser le fait que la perte, c'est avant tout quelque chose que l'on ressent nous, et que l'objet qui fait qu'on ressent cette perte, la chose que l'on a perdue, la relation à la chose que l'on a perdue, bah c'est que nous qui la ressentons. Alors on peut essayer de contacter l'autre, de réfléchir. Alors si votre papy est mort et que vous essayez de le contacter, bon, j'espère que vous êtes croyant. On peut essayer d'entrer en contact avec l'autre, on peut essayer de réparer, mais généralement c'est trop tard. Si je parle de perte, c'est qu'il ne peut pas y avoir réparation pour l'instant. Et que la seule chose que vous êtes censé réparer, c'est vous-même. Et donc si vous ressentez la perte, c'est que vous ressentez un problème avec votre état. Que ce soit par rapport à la relation que vous avez perdue, ou que ce soit par rapport à vous-même. Vous n'aimez pas être dans cet état. Et si vous ressentez un problème et que vous avez envie de dépasser ce problème, bah vous allez le dépasser tôt ou tard. Si vous déprimez dans votre lit le matin pendant plusieurs heures et que vous vous détestez de ne pas réussir à vous lever, bah c'est que vous n'êtes pas indulgent avec vous-même. C'est que vous n'êtes pas complaisant avec vous-même. La perte peut aussi être traumatisante et se relever d'une perte, ça peut demander des ressources et du temps que vous n'avez pas. Vous n'avez pas le luxe d'en profiter. Parce que nous vivons dans un monde capitaliste où demain, eh ben, la vie elle continue. Vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le luxe de passer votre nuit à dormir, votre journée à dormir, à ne rien faire. Vous allez devoir retourner au travail, retourner dans vos études, retourner faire quelque chose de productif. De manière générale, vous n'arriverez pas, vous n'aurez pas la possibilité, vous n'aurez pas le droit de gérer votre perte de façon optimale. Mais dans ce cadre très restrictif, vous allez pouvoir essayer de faire au mieux. Vous allez peut-être pas réussir au cours de la première perte, mais peut-être que ce sera un peu mieux au bout de la deuxième, de la troisième, je sais pas. Et le but, c'est pas nécessairement de vivre chaque perte mieux que la précédente,
Et c'est de tirer le maximum dans la construction de votre identité à chaque perte, pour apprendre à chérir ce que vous gagnez, à prendre soin de ce que vous avez, et à entretenir le souvenir, le très beau souvenir, de ce que vous avez perdu. On ne peut perdre que ce que l'on avait créé. On ne peut perdre que des choses qui avaient de l'importance pour nous. On le perd parce qu'on ne sait pas, parce qu'on ne trouve pas de moyen de le garder. Et on accepte de l'avoir perdu en remplissant le vide progressivement. Soyez triste, et soyez triste autant qu'il faut. C'est pas grave, vous avez perdu. Peut-être que ce que je vous dis ne sera que d'un maigre réconfort, parce que vous n'aurez pas le temps de vraiment apprécier la perte, vous n'aurez pas le temps d'appliquer mes petits conseils, d'y réfléchir, de vous dire mais alors c'est bien beau ce que tu me dis, mais philosophiquement comment ça se fait? Vous allez peut-être pas réussir à vivre votre perte de manière optimale. Je sais pas, je suis désolé. Mais dans tous les cas, vous ressentez quelque chose et vous avez un problème avec ce que vous ressentez. Pas dans le sens où vous ne voulez plus ressentir ça, mais ça dit quelque chose de vous, de la façon dont ça a affecté votre identité, de la façon dont vous devez la reconstruire. Vous avez perdu, vous avez gagné. Peut-être que c'est pas comme ça que vous imaginiez vivre votre vie, mais c'est cette tension entre l'idéal et la réalité de votre existence qui fait que vous allez apprendre, qui fait que vous allez mieux vivre vos pertes, qui fait que vous allez vivre de nouvelles pertes en fait. Vous êtes toujours là, vous voulez toujours continuer à être. Vous avez perdu, félicitations. Bon courage pour la suite. Alors, en petite conclusion, je sais que cette vidéo évoque beaucoup de poncifs philosophiques, que c'est pas vraiment de l'innovation intellectuelle comme ce à quoi j'ai pu vous habituer. Ah, je suis désolé. Le but n'était pas de faire une étude complète et complexe de ce qui caractérise la perte, de ce qui fait qu'on la ressent, que ce soit au niveau psychologique, philosophique, neurologique, hein. Mais il fallait tracer les contours de cette structure émotionnelle, de cette structure extrêmement complexe qu'est la perte dans le spectre des événements traumatiques. Traumatisant. Bien sûr, il y a énormément d'éléments contextuels qui peuvent rendre les conseils, les idées de ma vidéo caduques pour vous, pour votre réalité, auquel cas je vous recommande dans tous les cas d'aller voir un psy, que ce soit dans un CMP ou que ce soit dans une association locale, dans un psy étudiant ou alors un psy du travail. En plus là, avec le truc, il va y avoir quelques psys qui vont être gratuits, enfin, on va avoir des séances gratuites une fois par mois l'année prochaine. Ça serait peut-être une bonne chose. Je n'essaie pas de régler tous vos problèmes, mais j'essaie d'apporter une voix, parce que je sais, de mon expérience, que la solution, ça peut être une vidéo YouTube avec laquelle on n'est pas d'accord, qui va faire qu'on va réfléchir, et qu'on va peut-être avancer un peu. Voilà. A plus.